Alors écoutez, bonjour, j'allais dire à toutes et à tous, mais voilà, à toutes essentiellement, peut-être à tous quand même aussi. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle webconférence. Pour vous accompagner, nous avons Élodie Nati, qui est chargée de prévention et promotion de la santé chez Radiance en Bourgogne-Franche-Comté, et moi-même, donc Françoise Gouin, qui suis son homologue en région Auvergne-Rhône-Alpes. Radiance Mutuelle développe une activité prévention et promotion de la santé depuis de nombreuses années. La santé et le bien-être font vraiment partie de nos grandes préoccupations. Toutes nos actions de prévention s'adressent à tous, à nos adhérents, mais aussi aux non-adhérents, quel que soit leur format, conférences, ateliers ou webconférences comme ce soit. Pour connaître l'agenda de nos interventions, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site radiance.fr. Vous y retrouverez des articles, prévention, des conseils, mais également le site vous renseignera sur nos différents métiers. Au-delà de notre cœur de métier qui reste quand même la complémentaire santé, eh bien, nous sommes également présents sur le champ de l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'assurance aussi, l'assurance voiture, l'assurance habitation, la protection juridique, et aussi, ne les oublions pas, pardon, je ne sais pas si je vais y arriver, la complémentaire santé pour nos animaux de compagnie. Voilà, alors ce soir, on va s'intéresser à une question de santé qui concerne les femmes, l'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique inflammatoire qui génère des douleurs qui sont souvent difficiles à gérer et en tout cas qui impactent largement la qualité de vie. L'endométriose touche à peu près une femme sur 10 et on remarque qu'elle reste assez souvent sous-diagnostiquée ou parfois diagnostiquée très tardivement. Donc, pour mieux comprendre cette maladie, comment elle se dépiste, comment elle se soigne, nous avons donc à nos côtés le docteur Émilie Joyeux, qui est chirurgien gynécologue, spécialiste de l'endométriose. Le docteur Joyeux intervient ce soir en tant que membre de l'association ENDO-BFC, qui est une filière de soins de lutte contre l'endométriose. Et puis ensuite, nous aurons Justine et Maëva qui présenteront l'association Endo France et qui seront disponibles aussi pour répondre à vos questions. Donc elles sont bénévoles au sein de l'association et concernées également par la maladie. Donc, durant toute l'intervention du docteur Joyeux, vous pouvez poser vos questions via le chat, on va les relever et on y répondra à l'issue de son intervention, on les reformulera et donc on fera au maximum pour que toutes les questions trouvent leur réponse. Donc vos caméras et vos micros vont rester fermés le temps d'intervention. On est nombreux, hein, donc c'est pour une question de simplicité et puis aussi de confort pour suivre l'intervention du docteur Joyeux. Donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser le chat, on va relever régulièrement vos questions. Et écoutez, je passe la parole à notre spécialiste de l'endométriose pour qu'on puisse en connaître un petit peu plus sur cette pathologie. Voilà, docteur, je vous passe la parole. Merci, à tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup déjà de me permettre donc de parler effectivement de l'endométriose qui est une source de douleur pour les femmes et dont on est actuellement encore un peu démunis des fois face justement à toutes ces douleurs. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien, il n'y a pas de Oui, souci, d'accord. docteur Joyeux. Il n'y avait plus aucun son, j'étais un peu donc voilà. Donc moi je suis gynécologue obstétricienne de formation. Maintenant je suis plutôt dans la chirurgie gynécologique. Effectivement, je me suis spécialisée dans l'endométriose, mais pas que, parce que dans l'endométriose, il y a aussi tout ce qui est douleur pelvipérinéale. Et justement, cette présentation, elle vise à vous parler de l'endométriose, mais pas que de l'endométriose. Et je pense que ça va être très important de comprendre les douleurs pelvipérinéales pour comprendre l'endométriose. Et donc ça, c'est mon cœur de métier, ce sont les douleurs pelvipérinéales.
Donc moi, je suis trésorière d'EndoBFC, donc c'est la filière régionale sur l'endométriose qui vise à répertorier tous les professionnels de santé spécialisés dans l'endométriose, pardon. Ça vise également à former les professionnels de santé et notamment les médecins de première ligne ou encore les sages-femmes ou gynécologues qui vont être amenés à voir les patientes en premier avant éventuellement de les adresser dans des structures plus spécialisées ou vers des médecins plus spécialisés. Donc là, le topo, donc c'est en 3 parties. Donc la première, c'est qu'est-ce que l'endométriose? C'est la partie la plus dense du topo. Donc vous allez voir, je parle de qu'est-ce que l'endométriose, mais je vais aussi parler des douleurs et je vais parler aussi éventuellement d'hypothèses sur la physiopathologie, sur l'impact de l'environnement. Après, on va parler de comment faire le diagnostic et quel traitement possible. Donc, vous inquiétez pas, il y a quand même des solutions pour soulager les douleurs. Et donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, déjà, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'endométriose quand on parle de la lésion d'endométriose? L'endométriose, en fait, c'est du tissu d'endomètre. Donc, l'endomètre, pour vous vulgariser, en fait, c'est le tissu qui part tous les mois avec les règles des femmes. Chaque mois, on va voir la muqueuse de l'utérus qui va pousser. Et cette muqueuse, en fait, elle vise une seule chose, c'est la fertilité. Donc, le but, c'est l'implantation d'un embryon pour une grossesse. S'il n'y a pas cette implantation, il va y avoir un signal au niveau hormonal qui va déclencher une inflammation et donner des règles. Donc l'endomètre, c'est ce tissu. Et l'endométriose, en fait, c'est ce tissu d'endomètre qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'il va être soit dans le muscle utérin, donc je ne sais pas si j'ai une petite flèche ici, dans le muscle utérin, donc c'est-à-dire le muscle utérin, là on a un utérus, d'accord, le corps utérin, on n'a pas les trompes qui partent ici, le col utérin qui est ici, et là, on a la cavité utérine. Et on voit que dans l'adénomiose, on va avoir une infiltration de tissu d'endomètre dans ce muscle utérin qui n'est pas censé être infiltré. Ensuite, on peut avoir ces tissus qui vont se mettre au niveau des ovaires. Et sur l'ovaire, cas particulier, ça va former une coque, comme une petite collection. Et cette collection, en fait, elle va être tapissée de cellules de l'endomètre et former du vieux sang. Parce que la particularité de ce tissu, c'est qu'en fait, il va réagir comme le tissu qu'il y a dans l'utérus. C'est-à-dire qu'il va réagir aux hormones et lorsque le signal va donner l'information qu'il n'y a pas de nidation, il va s'inflammer du sang, en fait. Donc, lorsqu'on est dans une coque, finalement, ça va produire une collection qui va grossir au fur et à mesure des cycles. Ensuite, on peut avoir des lésions dans le péritoine. Donc, le péritoine, c'est quoi? C'est la membrane qui tapisse l'intérieur du ventre, en fait. Et cette membrane, elle a un rôle vraiment très important au quotidien, surtout chez la femme. On verra pourquoi, notamment au niveau de l'immunité, parce que en fait, on sait que certaines femmes vont avoir du sang qui va réussir à passer dans leur trompe. Il faut savoir que les trompes, elles ne sont pas fermées. Elles sont ouvertes sur la cavité abdominale, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas collées aux ovaires. Et du coup, il y a un contact, enfin, il y a une communication entre finalement l'extérieur et l'intérieur du ventre. Et du coup, le péritoine, il a une immunité, c'est-à-dire que c'est des cellules qui vont être là pour protéger l'intérieur du ventre, qui est présente et donc qui a un rôle important. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, cette implantation va se faire. Donc justement, on va essayer de voir si on a des pistes pourquoi. Et former ce qu'on appelle des nodules, c'est-à-dire c'est des cellules qui vont s'agréger et former des amas de cellules. Donc un nodule, en fait, c'est une zone fibreuse dure et qui vont en fait entraîner souvent des adhérences et de la fibrose. Donc par exemple, là c'est une classification médicale, hein, je vais vous montrer beaucoup de choses médicales, mais je pense que c'est important pour vous, si c'est bien vulgarisé, vous allez mieux comprendre les choses. Et donc, en fait, on voit ma petite flèche. Là, on a un utérus, vous voyez. La vessie qui est ici, la vessie qui est ici, pardon, le vagin par là, la trompe et l'ovaire. Là, les petites zones rouges, c'est les zones où peut s'implanter l'endométriose. Donc, on voit là qu'on a des stades très petits, donc on a quelques petites lésions.
voyez, là, c'est une autre vue de l'utérus avec les trompes et l'ovaire. On voit que la trompe n'est pas du tout collée à l'ovaire et donc libre. Donc, on a nos fameux ligaments utérosacrés en tout cas, les patientes qui ont l'endométriose connaissent, à mon avis, assez bien, puisqu'ils sont souvent décrits sur les imageries. Et après, on voit que quand on descend au niveau des stades d'endométriose, on va avoir de plus en plus de lésions et de plus en plus d'adhérences qui vont se faire, c'est-à-dire que les organes vont devenir fixés les uns aux autres et qu'à la fin, en fait, on voit que plus rien n'est à sa place et que tout va être contrarié, comme je dis. Et dans les stades 4, on peut en avoir dans des zones plus externes que dans le pelvis. Donc, on peut en avoir sur le tube digestif plus haut, on peut en avoir sur le diaphragme, qui n'est pas représenté ici, même des fois dans les poumons. Donc ça, c'est quand même très, très, très rare, vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, c'est l'endométriose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce tissu n'est pas différent de celui qu'il y a dans l'endomètre, enfin dans la cavité utérine, pardon. Donc, s'il n'y a pas de prolifération anarchique, c'est juste le même tissu qui va réagir comme le tissu dans votre cavité utérine. Donc ça a déjà été dit. On sait que ça touche environ une femme sur 10, avec un diagnostic qui est quand même très tardif. On sait qu'aussi que les patientes qui vont présenter une infertilité féminine, qui sont des cas d'infertilité que féminine, on va retrouver dans certaines études jusqu'à 50% de patientes qui vont avoir l'endométriose, tout stade confondu. Excusez-moi. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas d'âge qui vont être plus à risque que d'autres. C'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer l'endométriose chez une adolescente. Et moi, je vois en consultation des fois des patientes qui ont eu une vie au niveau de leur vie de cycle, on va dire, normale. Et par la suite, par exemple vers 38 ans ou 40 ans, ou même des fois, même plus tard, elles vont présenter un kyste d'endométriose ou d'un coup une endométriose qui va se déclarer. Voilà. Et je pense pas que cette endométriose était là depuis l'adolescence. Je pense vraiment qu'on peut, à un moment T, déclarer de l'endométriose. Donc, ça peut être soit dès l'adolescence, soit plus tard. Et il y a des patientes qui n'ont pas eu du tout de douleur de règles et qui le déclarent en dehors de ça. On verra ensuite le cas particulier de l'adolescente, justement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme symptômes finalement, de quoi vont se plaindre les patientes qui ont l'endométriose? Donc, on va voir ce qu'on appelle la dysménorrhée. Donc, la dysménorrhée, ce sont des douleurs de règles. Donc ça, dans une étude qui avait répertorié les symptômes, on en avait jusqu'à 62% des patientes. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas tout le monde. On avait des douleurs pelviennes chroniques, 57% des patientes. Des dyspareunies profondes, c'est les douleurs au rapport profondes, qu'on va différencier des douleurs au rapport à l'entrée du vagin. On va avoir des troubles intestinaux. Pardon. J'ai une petite rhinite. Qui va être cyclique, donc qui sont influencés par le cycle. 48% des patientes, l'infertilité, un absentéisme lors des règles, donc que ce soit professionnel ou scolaire, et enfin ce qu'on appelle la dysurie ou la dyschésie, ça va être un besoin d'enclencher la miction, c'est-à-dire que la miction, on doit pousser pour uriner, on a une brûlure urétrale éventuellement. Des dyschésies, ça va être également des besoins de pousser plus fort pour aller à la selle, et surtout des douleurs à la défécation. Et donc, c'est très intéressant, voilà, de voir ces symptômes. On va passer à la diapositive, je vais revenir. Parce que finalement, quand je vous mets tout ça, qu'est-ce qui fait mal en fait? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait mal? Et là, on va voir plusieurs coupables. Donc, on va voir l'utérus. On va avoir l'hypothèse des lésions innervées, c'est-à-dire la lésion en elle-même, et les douleurs musculaires. Et donc là, je reviens sur ma diapo d'avant. Et finalement, quand on regarde les douleurs, les symptômes des patientes, et que je prends juste les symptômes qui sont les plus fréquents, ce sont des douleurs utérines. Les dysménorrhées, on va voir pourquoi ce sont des douleurs, enfin c'est l'utérus qui fait mal. Les douleurs pelviennes, moi qui vois beaucoup de patientes douloureuses, quand je leur demande qu'est-ce qui fait mal, où est votre douleur, décrivez-moi la douleur. Souvent c'est une douleur qui est centrée. Elle peut être latéralisée, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'utérus parce que dans beaucoup de cas, et on va le voir, on a un utérus qui est dévié d'un côté. Et elles le décrivent bien comme des spasmes, comme des contractions. Des fois, il y en a même qui disent que c'est comme une contraction d'accouchement tellement c'est intense. Un spasme qui se serre, une sensation de pesanteur. Voilà, donc tout ça, c'est l'utérus qui fait mal. Les dyspareunies profondes, qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir des nodules profonds, mais souvent,
le pénis va taper au niveau du fond vaginal, va taper sur le col et va provoquer un spasme utérin, une douleur profonde qui ne va pas lâcher, ou même des douleurs après les rapports. Et ça, souvent, c'est l'utérus qui, suite au rapport, va contracter en réponse à ce stimuli. Voilà, donc on commence par l'utérus. Donc déjà, pour comprendre pourquoi l'utérus fait mal, il faut comprendre déjà sa physiologie. Il faut que vous sachiez qu'un utérus, de manière physiologique, donc normale, contracte tout le long du cycle. Et ça a un rôle bien déterminé. Et ça, on n'est pas censé les ressentir, ces contractions. On va avoir les contractions lors des règles. Donc, si je vous explique, on va avoir des contractions qui vont aller du fond de l'utérus vers le col. Donc ça, c'est un rôle d'expulsion. On expulse la muqueuse. Ensuite, quand on va finir nos règles, on va avoir la phase jusqu'à l'ovulation. D'accord ? L'ovulation, c'est le moment de fertilité. Et en fait, là, l'utérus va contracter du col vers le fond de l'utérus et même vers la trompe qui a ovulé. Le but, c'est d'amener au maximum les bons spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Donc, ça, c'est très important. Et à partir de l'ovulation, on va avoir des contractions qui vont plus être au niveau de l'isthme utérin, c'est-à-dire entre le col et le corps utérin. Et le but est de protéger une éventuelle grossesse qui va s'implanter. Donc là, le but est de repousser les germes et les spermatozoïdes. Donc tout ça, on a un utérus qui contracte et qu'on n'est pas censé ressentir en fait. Et alors, est-ce que c'est vraiment les contractions qui font mal? Donc des très anciennes études qu'on ne referait pas forcément actuellement ont essayé de voir justement qu'est-ce qui fait mal. Est-ce que c'est juste une inflammation pure de l'utérus ou est-ce que c'est autre chose? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ce qu'on appelle des tocomètres, c'est-à-dire des capteurs qui vont mesurer la pression des utérus chez les patientes qui n'avaient pas de douleur de règles et chez les patientes qui avaient des douleurs de règles très intenses. Et ce qu'ils ont trouvé très intéressant, chez les patientes qui ont des douleurs sévères de règles, ils ont retrouvé une pression utérine de base plus intense. C'est-à-dire que de base, sans contraction, votre utérus est déjà crispé. Ils ont retrouvé des contractions plus fortes, plus longues, avec un utérus qui ne revient pas à la normale et des contractions qui n'ont pas une phase de contraction régulière, comme on peut attendre, mais comme c'est comme une petite crise d'épilepsie de votre utérus. Et ces contractions pouvaient être comparées à des contractions d'accouchement. Donc, c'est pas dans la tête des patientes quand elles ont mal. Elles ont des contractions, des fois, qui sont tellement intenses qu'elles sont comme des contractions d'accouchement. Et dans l'endométriose, parce qu'on parle des douleurs de règles, on peut en avoir sans endométriose. Et dans l'endométriose, ça a été confirmé par une étude qui est beaucoup plus récente, qui a comparé des patientes qui étaient infertiles avec une infertilité soit qui était sans rapport avec l'endométriose, soit avec des endométrioses qui étaient quand même des stades 2 à 3, donc assez sévères. Et ils ont retrouvé les mêmes choses. Donc, des utérus qui étaient trop contractés de base, qui avaient des contractions beaucoup trop fortes et donc une dyscontractilité. Et ce qui était très intéressant, c'est que chez ces patientes, on retrouvait beaucoup plus de flux rétrograde, c'est-à-dire on retrouvait du sang dans leur ventre, c'est-à-dire que les anomalies de contraction, en plus de faire mal, elles entraînaient une anomalie de la contraction tellement intense que ça faisait refluer les menstruations dans la cavité abdominale. Et ça, c'est une petite précision, mais pardon. On retrouve aussi des cellules basales d'endomètre, ça on va voir plus tard, chez ces patients qui ont l'endométriose. Ensuite, là, on va plutôt se pencher sur le problème du muscle, donc de votre périnée. Qu'est-ce que c'est le périnée? C'est les muscles de votre vagin et les muscles qui sont autour de votre vulve. Ça peut également être les muscles psoas, donc je vais vous expliquer. Donc ça, on a un périnée, on a un coccyx, l'anus, le vagin et l'urètre. Et on voit que ces structures, vous voyez ces anneaux-là, ils entourent votre vagin, votre urètre et votre anus. D'accord? Et là, on n'a qu'une coupe musculaire, mais en fait, c'est ça tout le long tout le long du vagin. Ensuite, quand on va dans le ventre, vous voyez ces deux muscles-là, ils vous embêtent beaucoup. C'est ce qu'on appelle les muscles du psoas. Et là, j'ai pas les organes, j'avais pas de coupe. Finalement, quand on met un utérus ici, on aura les ovaires qui sont par ici, les ligaments utérosacrés qui vont aller se fixer vers les sacrums, et finalement, un utérus qui peut être dévié d'un côté ou de l'autre, on en reparlera, et eux, ils vont beaucoup réagir aux stimuli. Donc, cette diapo, elle est très médicale, mais il faut surtout m'écouter. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que votre utérus, il est innervé. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer au niveau de l'utérus
va être ramené à votre cerveau. C'est pas forcément des informations que vous allez ressentir, sauf quand c'est anormal. Et ces connexions, elles vont être les mêmes, celles qui vont de votre utérus et celles qui vont aux muscles de votre périnée. Et en fait, quand l'utérus commence à être dyscontractile, donc quand il y a des anomalies de la contraction, quand il commence à se sensibiliser, en fait, votre cerveau et ses connexions, elles ne vont plus faire la différence entre l'utérus qui se contracte et le périnée. Du coup, souvent, quand on a des douleurs à l'utérus, au bout d'un moment, à force d'avoir mal, on va avoir ce qu'on appelle une hypertonie musculaire du périnée. C'est-à-dire que ces muscles qui entourent votre périnée vont devenir trop toniques. C'est comme si, dans un moment extrême, vous êtes en crampes, comme les crampes que vous avez au mollet, mais sur votre vagin, sur et autour de votre anus, en permanence. Et à la fin, en fait, on est tout le temps comme ça, et on ne sait plus relâcher le périnée. Il y a aussi le fait que quand on est douloureuse tout le temps, on va avoir tendance, à force d'avoir mal, à lever les épaules et à se relever sur les ischions, donc on serre les fesses. Et on respire plus. Donc en fait, toutes ces phases de douleur qui entraînent une hypertonie de vos muscles, tous vos organes, en fait, tout va retenir cette hypertonie. Et donc, à force de vous contracter, vos muscles ne seront plus relâchés et vous serez en hypertonie permanente. D'accord? Et ça fatigue. Et ça fait mal. Parce qu'il faut imaginer que du coup, lors du rapport, lorsque vous avez mal, en fait, le pénis, ça peut être des douleurs à l'entrée du vagin. Le pénis, en fait, il va toucher ses muscles. Et si moi, quand je viens en tant que professionnelle et que je fais juste un toucher vaginal et que la vulve déjà fait mal, que l'entrée du vagin fait mal, bah, le pénis va faire mal. D'accord? Ça fait des sensations de brûlure, ça fait des sensations de déchirure. Donc ça, c'est du muscle, en fait. Et il faut vous dire que c'est la même chose, ma petite flèche, au niveau de l'anus. C'est-à-dire que quand une selle va passer, bah, ça va faire ces mêmes sensations, des douleurs à la défécation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nodules d'endométriose vont entraîner des dysfonctionnements de tout ça via leur implantation. Donc, on va voir ça juste après. Mais qu'on peut aussi avoir des douleurs de ce type qui ne sont pas dues à ces nodules, qui sont de l'hypersensibilité musculaire. Donc ensuite, la lésion d'endométriose, pareil, c'est très médical, il faut m'écouter. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le tissu d'endométriose va s'implanter, excusez-moi, en fait, il va avoir des petites fibres nerveuses sur certaines lésions, pas toutes, hein, qui vont relier ce nodule à votre système nerveux. Donc du coup, à chaque fois qu'il va s'inflammer, il va entraîner un signal d'inflammation chronique. Et ça va sensibiliser les structures et les afférences nerveuses qui vont être communes à ce nodule. Et qu'est-ce qui est commun à ce nodule dans cette zone? Bah, c'est votre utérus et vos muscles du périnée. D'accord? Et notamment les ligaments utérosacrés qui sont très, très proches de ces structures. Et donc, les nodules qui se fixent la majorité des cas sur les ligaments utérosacrés vont favoriser cette hypersensibilité de votre utérus qui est déjà en anomalie de la contraction, donc qui va surajouter de la mauvaise contraction sur l'utérus et sur le périnée. Alors, j'ai quelques coupes médicales, j'espère que ça choquera pas trop. Ce sont des coupes de petits rats. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer un peu les connexions. Et c'est vrai que c'est très intéressant de prendre la recherche fondamentale pour vous expliquer ce qui se passe dans votre corps. Donc, en fait, ce qu'ils ont voulu démontrer, c'est la connexion entre vos organes, entre le côlon, la vessie et l'utérus, via le nerf hypogastrique, peu importe. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ça, c'est un rat qui va être un rat témoin. Donc là, on a un utérus, un côlon, une vessie. Bon, j'espère que ça vous choque pas. On a tous fait de la dissection au lycée. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est un rat témoin qui n'est pas inflammé. Ensuite, ils ont mis un produit très qui inflamme le côlon chez des rats, donc à différents moments de leur cycle menstruel. Donc ça, c'est des rats qui étaient après leur ovulation. Donc ils ont inflammé le côlon. Ils ont regardé si les autres organes, via l'inflammation qui était faite sur le côlon, réagissaient. Et donc on voit que ces autres organes, donc la vessie et l'utérus, se colorent en bleu. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion entre ces organes, au niveau de ces organes. Donc quand le côlon s'inflamme, ça inflamme l'utérus, ça inflamme la vessie. Et en fait, ensuite, ils ont aussi inflammé le côlon, mais juste après les règles. Et ce qui est intéressant, et
et ça, si vous avez des douleurs, c'est que finalement, le côlon, il est très bleu, mais on n'a quand même pas la même intensité de connexion lorsqu'on est en post-règle et après l'ovulation. Où est-ce que je veux en venir? C'est que les œstrogènes, en fait, vont influencer votre réponse à la douleur. Et souvent, les patientes disent, oui, alors moi, en fait, entre mes règles et l'ovulation, ça va. Mais après l'ovulation, c'est la catastrophe. Mon tube digestif, je suis ballonnée, j'ai mes douleurs qui s'accentuent, j'ai des douleurs pelviennes. En fait, c'est ça. Les œstrogènes vont vous fragiliser face à la douleur. À partir du moment où votre taux d'œstrogène est monté, vous êtes plus vulnérable à la douleur. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ensuite, encore les petits rats, et ça c'est très important. Et ça peut vous aider avec votre entourage, je pense. Donc là, en fait, le but c'est de voir l'impact de votre passé douloureux. C'est-à-dire que on va voir que, en fait, on n'est pas toutes égales face à la douleur. Si moi, par exemple, dans mon passé, j'ai eu d'autres douleurs que l'endométriose, je serais beaucoup plus vulnérable à d'autres stimuli douloureux. Donc en fait, ils ont pris on va prendre 2 petits rats et le troisième, c'était pour une étude de médicaments, ça ne nous concerne pas. Donc, le premier petit rat, on lui a fait une incision sur une patte. On voit que là, c'est sa réaction à la douleur. Vous voyez? Donc là, ça va pas. Le rat témoin n'a pas eu d'incision. On laisse quelques jours passer et ensuite, au bout du 21e jour, on va réaliser une inflammation sur l'autre patte des 2 rats. Pour me suivre. Et là, on voit que notre rat qui avait eu cette incision, en fait, il va, même si c'est pas la même patte, il va avoir beaucoup plus mal que le rat qui, lui, est récupéré de manière beaucoup plus longue, un niveau non douloureux, que le rat qui a eu une douleur quelques jours avant, pas sur la même zone. D'accord? Ensuite, on prend les mêmes rats au moment de l'incision de la première patte. Et on voit que lorsqu'ils ont incisé la première patte, ils ont également réalisé une pression contralatérale sur l'autre patte. On voit que le rat, lorsqu'il a son incision sur la première patte, il va avoir mal sur l'autre patte qui, elle, n'est pas blessée. Alors que l'autre rat qui, lui, n'a pas eu de douleur ni sur l'une ni sur l'autre, il n'a pas de douleur. Ensuite, on va réaliser donc cette fameuse inflammation au jour 21 sur la patte qui n'était pas blessée. Et on voit que sur la patte inflammée, le rat, même si ce n'était pas la même patte, va aussi, sur cette patte inflammée, avoir une réaction beaucoup plus longue à la douleur que le premier rat. Voilà. Donc, bon, c'est pas un diaporama sur les pauvres petits rats, je suis d'accord. Mais bon, c'est des études qui existent, on doit les exploiter. Et là, effectivement, c'est pour vous montrer que on n'est pas chochotte, en fait. On n'est pas chochotte, on a mal parce qu'avant, on a eu déjà mal. Voilà. Donc, on n'est pas tous égaux. Voilà. Et ça, en fait, toutes ces douleurs, toute cette accumulation de douleurs, ça va entraîner ce qu'on appelle le tiercé gagnant de la sensibilisation centrale. Et ça, les patientes qui ont de l'endométriose, souvent, elles sont sensibilisées. Et c'est pas des chochottes. Pourquoi? Donc, on va avoir ce qu'on appelle l'hyperalgésie, c'est-à-dire qu'un stimuli douloureux va devenir encore plus douloureux pour elles. Ce qu'on appelle l'allodynie, donc ça, c'est des termes médicaux, mais un stimuli qui, lui, n'est pas douloureux devient douloureux. Donc, c'est la tape dans le dos qui fait mal, le vêtement qui irrite, voilà. Et en fait, on va avoir une hyperactivité sensorielle globale, c'est-à-dire que tout notre corps est en hypersensibilisation. C'est-à-dire qu'on va être photosensible, la lumière va nous gêner, les odeurs vont nous gêner, certains aliments vont gêner, on va plus supporter les médicaments. Voilà. Et des fois, même certaines vont ressentir de manière interne certaines choses. Donc, par exemple, le péristaltisme du tractus gastro-intestinal, donc c'est-à-dire que les mouvements du tube digestif, de manière vraiment très forte. Et donc, non, c'est pas dans leur tête, c'est vraiment que tout est exacerbé. Donc ça, c'est une diapo un peu pour justement dire l'impact de cette sensibilisation sur les patientes. Je vais peut-être lire rapidement. Donc en fait, en gros, on dit qu'on a une patiente au début qui a une blessure, que justement elle provoque de la peur, de l'inquiétude. Ça, c'est pour les accompagnants en fait, cette petite diapo. La famille va offrir à son soutien. Le patient se repose en raison de l'aggravation des symptômes. Il y a de l'espoir et de la confiance du fait qu'elle peut guérir. La famille aide dans les tâches quotidiennes. La patiente consulte et en fait, on commence à ne plus avoir de solution, donc ressent une perte de contrôle. La famille continue d'être toujours présente.
Et en fait, au fur et à mesure, là, on va voir que ça va dégrader aussi le moral de la patiente et sa capacité à réagir en fait à tout ça. Donc, il y a de plus en plus de douleur. Et là, on commence à sentir de la colère, de la frustration. La famille est toujours là. Ensuite, le patient devient déconditionné, a une capacité fonctionnelle diminuée, se sent coupable et renfermé. La famille fait tout et se surinvestit. Le patient limite son activité et ressent de l'anxiété, de la tristesse, de l'irritabilité et une faible estime de soi. La famille se désengage. Et enfin, le patient vit des changements sociaux, financiers, spirituels et professionnels, ressent de la dépression, de l'anxiété et la famille est découragée et se retire. Donc ça, j'ai voulu la mettre justement parce que je sais que le quotidien est difficile. Et en fait, ça, c'est pas une diapo endométriose, c'est une diapo douleur chronique. Pour tous les douloureux, malheureusement, on passe dans les mêmes types de mécanismes pour le patient et pour l'entourage. Et ça, c'est aussi dû à la sensibilisation centrale. Ensuite, quelques mots sur l'impact de l'environnement. Alors, j'ai ciblé parce qu'effectivement, on peut en parler, on peut parler de beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup d'études. Bon, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le microbiote. Je pense que le microbiote a un rôle très important. Pourquoi? Surtout chez nous, les femmes. Parce que le microbiote intestinal, ça a été prouvé qu'il n'est pas le même, en fait, chez les patientes qui ont l'endométriose et celles qui n'en ont pas. Et aussi en fonction des douleurs. Plus on a mal et plus on a des changements de microbiote notables. Et surtout au niveau de l'intestin, on va avoir ce qu'on appelle l'activité œstrobolomique. Bon, c'est des gros mots, voilà. Et en fait, c'est des cellules et des bactéries qui vont gérer les concentrations d'œstrogènes, en fait. Donc, il n'y a pas que la sécrétion ovarienne. Il y a aussi cette activité œstrobolomique qui va gérer un peu vos taux d'œstrogène internes. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les patientes qui ont une dysbiose, donc un microbiote altéré, vont avoir des altérations de cet estrabolome. Et donc, finalement, une hyperœstrogénie relative qui va sûrement engendrer une panoplie de dérèglements. Notamment, comme je vous l'ai expliqué, quand on a trop d'œstrogène, on a des seuils de sensibilité diminués. Donc, beaucoup de problèmes par la suite. Donc, je pense que le microbiote a un impact direct. Il a aussi un impact. On sait qu'il y a un lien entre microbiote intestinal, microbiote vaginal et probablement le microbiote utérin, parce que ce n'est pas stérile, et le microbiote péritonéal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les femmes, comme je vous ai expliqué, on a notre cavité abdominale qui est en lien avec l'extérieur. À chaque fois qu'on a un rapport, il peut y avoir des germes qui montent. Ils ne sont pas tous néfastes autant qu'une infection sexuellement transmissible. Mais à chaque fois qu'on a des règles, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on a un lien avec l'extérieur. Et un microbiote qui est défaillant au niveau intestinal, au niveau vaginal, au niveau utérin, le microbiote immunitaire peut être défaillant. Et donc, ça peut être le lit de beaucoup de dérèglements par la suite. Et probablement un lien avec la physiopathologie de l'endométriose. Ensuite, c'était aussi une diapo que je trouvais intéressante pour que vous puissiez expliquer aussi au quotidien tout ce qui se passe chez vous et que non, il n'y a pas de chochotte et non, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de type de patiente qui va déclarer l'endométriose. C'est plutôt un terrain. Enfin, si, c'est pas parce qu'on a l'endométriose qu'on est anxieuse. C'est plutôt parce que je pense qu'il y a un terrain qui fait qu'on va être plus vulnérable en fait à tout ça. Et donc là, c'est encore des petits rats. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plusieurs petits rats qu'ils ont mis face à un stress. Donc le premier petit rat, il n'a pas de stress. Le deuxième petit rat, il va être face à un premier stress, puis pas de stress, et il va être face à une douleur, et on voit leur réponse à la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que plus on va avoir de pics de stress, donc le premier rat va avoir un pic de stress, le deuxième rat 2 pics de stress, le troisième rat 3 pics de stress, et là on voit leur réponse en fait. Bon, c'est pas ça, c'est celui-là. Là, on va voir leur réponse au stimuli douloureux, et on voit qu'en fait, quand on est au quotidien stressé, quand on a un environnement qui n'est pas sécurisant, en fait, et ben en fait, nos seuils de douleur sont abaissés. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre, et qu'en fait, il faut jouer sur son stress, il faut jouer sur sa gestion du stress pour diminuer nos seuils de douleur. C'est pas ça qui va tout résoudre, mais en fait, si vous ne jouez pas là-dessus, vous ne serez pas optimal dans votre prise en charge. Et ça, c'est pas que c'est dans votre tête, c'est vraiment de la plasticité
neuronale, c'est-à-dire que en fonction de votre quotidien, donc en fonction de ce qui va vous impacter dans votre vie, toutes les connexions nerveuses de votre corps et de ce qui va relier votre corps à votre cerveau va être impacté par tout ça. Un petit mot sur les hypothèses physiopathologiques. Donc ça, c'est une hypothèse en fait que vous avez, ça va plutôt rejoindre, je vais mettre la diapo. Ça va plutôt rejoindre l'hypothèse de l'agent pathogène. Donc, vous avez peut-être entendu récemment des promotions un peu sur cette étude qui est parue sur le Fusobacterium. Pourquoi pas? Je suis tout à fait d'accord. Moi, en reprenant toute la bibliographie, j'avais présenté donc toute cette hypothèse physiopathologique. Donc, je pense qu'il y a d'autres voies de recherche, mais je vais vous expliquer rapidement. Aux journées douleur endométriose nationale en coopération avec le collège et la Société de la douleur et Convergence PP, qui est ma société savante de douleur pelvipérienne, donc à cette journée-là, le 8 septembre dernier. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, sur un terrain prédisposant, c'est-à-dire des patientes surtout qui vont présenter à un moment T de leur vie des anomalies de la contraction. Ça peut être des anomalies de la contraction qui se présentent dès nos premières règles, avec des dysménorrhées, donc des douleurs de règles très sévères d'emblée. Pourquoi on a des dysménorrhées sévères d'emblée pour l'instant, ça reste encore un mystère. On peut parler d'hypothèses, on peut en débattre, c'est pas de souci. Mais en tout cas, c'est des patientes qui, dès le début de leur vie, vont avoir directement des contractions beaucoup trop fortes. Ça a été prouvé que ces patientes qui ont des contractions très fortes vont avoir une puissance de contraction qui va faire que les cellules les plus profondes de leur endomètre, qui ont un potentiel de prolifération et qui peuvent s'implanter de manière naturelle, vont être présentes dans leur flux menstruel, donc dans leurs règles. Et je vous expliquais que ces patientes qui avaient des anomalies de la contraction avaient un passage dans les trompes. Donc, il y a une présence de ces cellules chez ces patientes qui ont des anomalies de la contraction dans leur abdomen. D'accord? Mais toutes les patientes qui ont des douleurs de règles sévères n'ont pas d'endométriose. Ça, on le sait. D'accord? Juste un mot sur les dysménorrhées secondaires. Donc, il y a des patientes qui vont présenter par la suite des douleurs de règles. Des fois, ça peut être après un accouchement, après un stérilet. Donc, faites attention, les patientes sensibilisées, les stérilets, des fois, ça peut augmenter vos douleurs. Ou des fois, post-curtage, post-opératoire. Et là, en fait, ça a sensibilisé votre utérus et du coup, vous allez avoir des anomalies de la contraction suite à ça. Donc, voilà, il n'y a pas que les douleurs de règles primaires, il y a aussi des patientes qui peuvent devenir sensibles au niveau de leur utérus suite à des gestes, suite à une petite infection. Voilà. Et donc, en fait, sur ce terrain prédisposant, peut-être qu'à un instant T, un des agents pathogènes, un ou plusieurs, que ça peut être des virus aussi, vont être présents au niveau de l'utérus et faire que les facteurs inflammatoires au niveau de leur endomètre vont favoriser un potentiel d'envahissement plus important de leurs cellules. Et lorsqu'elles vont passer dans leur cavité abdominale, qui elle aussi peut être impactée avec des troubles immunitaires du fait de tout ce qu'on a parlé, il peut y avoir à ce moment-là une implantation d'endométriose. Voilà, donc ça c'est une hypothèse qui est à creuser, je pense. En tout cas, pour moi, l'hypothèse de l'agent pathogène extérieur sur un terrain prédisposant, sachant que vous pouvez avoir un terrain prédisposant à un moment T de votre vie, c'est-à-dire que peut-être qu'à votre adolescence, vous n'étiez pas une patiente qui avait un terrain prédisposant, mais que par la suite, il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous êtes devenu avec des anomalies de la contraction, et à ce moment-là, pas de chance, vous tombez sur l'agent pathogène, et là, vous faites de l'endométriose. Voilà, donc c'est ça l'hypothèse. Et cette hypothèse, alors là, j'ai quelques images chirurgicales. Pareil, j'espère que c'est pas choquant, mais voilà, j'espère que vous ne serez pas choqués, je vous préviens. En tout cas, cette hypothèse, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que en tant que chirurgienne, en tant que médecin, pour moi, ça peut expliquer pourquoi on voit tous ces phénotypes d'endométriose. Qu'est-ce que c'est qu'un phénotype d'endométriose? C'est la façon dont va se présenter la maladie, au niveau lésionnel, je veux dire, pas au niveau douleur. Donc, on va voir que, par exemple, on va avoir quelques patientes, elles vont avoir en dehors des douleurs, quand on rentre dans un ventre, ces petites lésions bleutées. Voilà, juste ça. Et elles ne vont pas aggraver ces lésions, elles vont juste rester comme ça. Donc ça, on peut penser que c'est des patientes, à un moment donné, elles ont eu un terrain prédisposant, il y a eu le germe, mais que très vite, finalement, ça s'est résolu au niveau de leur utérus, au niveau de leur immunité péritonéale, et qu'on voit que la membrane que vous voyez là, au niveau du ventre, elle a tout recouvert. Donc là, potentiellement, elles n'en feront pas. Voilà. Par contre, après, quand on rentre dans un ventre comme ça, donc là, on a un utérus, c'est une vue par célioscopie. On a un ovaire, une trompe qui est ici, on voit des adhérences,
on voit que ça va être inflammatoire et que même le péritoine, donc cette petite membrane, elle n'a pas la même couleur. Elles, potentiellement, elles sont en inflammation. Elles n'ont pas encore géré au niveau immunitaire le problème et elles, potentiellement, elles vont être plus difficiles à stabiliser. Et parfois, on voit des patientes qui ont des nodules très profonds, donc notamment cette patiente qui a l'assassin utérus. Ces images sont empruntées au professeur Roman, qui fait des vidéos qui filme ses chirurgies. Et du coup, je lui ai demandé l'autorisation, évidemment. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Et donc là, on a un utérus avec des ligaments utérosacrés que vous voyez derrière, des ovaires, des trompes qui semblent saines. Un chirurgien non averti qui rentre dans un ventre comme ça, il dit, bah, il n'y a rien. D'accord? Mais nous, on a fait le bilan d'imagerie et on sait qu'en fait, là, elle a, cette patiente, un très volumineux nodule qui infiltre son ligament et qui infiltre son intestin. Donc, on peut se dire que cette patiente, effectivement, avant, elle était peut-être comme ça et que peut-être que là, elle a amélioré son immunité et que finalement, maintenant, le péritoine s'est refait et que ça a géré l'inflammation et qu'elle, elle sera peut-être de meilleurs pronostics pour guérir de cette endométriose. Voilà. Bon, en tout cas, cette hypothèse a le mérite de pouvoir expliquer pourquoi certaines ont une endométriose à un moment donné et finalement n'en ont plus. On n'adhère pas. Maintenant, ça reste à nous, les scientifiques, de prouver. Voilà. Cas particulier d'adolescente, il faut que j'aille plus vite, pardon. Donc, je voulais quand même en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont inquiètes pour leurs filles. Alors, j'ai mis, c'est aussi scientifique, hein, j'espère que ça ira, que vous serez pas trop... Vous aurez compris quand même ce que je donnais comme message. Donc, bon, je vais vous résumer. En gros, ça, ce sont plein d'études qui ont regardé les patientes adolescentes qui avaient des grosses douleurs. Et ils mettent un peu leurs chiffres sur quelles patientes avaient, s'ils retrouvaient des lésions ou pas. Globalement, ils retrouvent des lésions souvent minimes chez ces patientes. Donc, une petite endométriose, entre guillemets. Des petites lésions, comme on a vu un peu sur la diapo d'avant. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que je pense que les patientes adolescentes n'ont pas c'est pas la même chose en fait. Et souvent, c'est pas exactement les mêmes lésions, le même aspect. Alors peut-être que finalement, les dysménorrhées sévères de l'adolescente, on va avoir plus de risques de provoquer des petites endométrioses qui vont probablement, chez la plupart d'elles, enfin de ces adolescentes, pardon, se résoudre et faire que finalement, on les verra pas forcément par la suite. Vous voyez? Peut-être. Parce que finalement, les premières règles, c'est quoi? C'est violent, si on réfléchit une première règle. C'est-à-dire que pour la première fois, notre utérus s'inflamme. Pour la première fois, tout se met en route. Et pour la première fois, les contractions vont se faire sur un col qui ne s'est jamais dilaté. On doit expulser une muqueuse. Donc, c'est quand même assez violent. Et potentiellement, comme ces contractions sont puissantes parce qu'il faut ouvrir le col, on va avoir un reflux tubaire, donc du sang pour la première fois dans notre ventre. Donc, finalement, au niveau immunitaire, au niveau inflammatoire, c'est assez violent, les premières règles, quand on y réfléchit. Donc, tout ça pour dire que pas d'inquiétude. La plupart du temps, là, c'est des patientes très, très, très douloureuses. On va en retrouver ou pas, mais on va voir que finalement, l'important, ça va être la prise en charge par la suite et que c'est pas du tout synonyme derrière d'avoir des grosses endométrioses par la suite avec une infertilité. Donc voilà, c'est à ça que servait cette diapo, à rassurer. Peut-être qu'il y en a un petit peu, mais peut-être que la plupart du temps, elle va partir et qu'elle ne sera plus après présente et qu'elle ne parlera plus d'elle. Donc voilà, pas de panique. Voilà, et ça, c'était justement une petite diapo sur les chiffres nationaux, pardon, donc de l'endométriose hors adénomiose, hein, hors utérine. Donc, on voit quand même que celles qui sont le plus touchées sont quand même la tranche d'âge 25-45 ans. Voilà. Un petit mot sur la fertilité. Donc là, je vais lire mes diapos, ce sera plus simple. Donc, la fertilité, c'est une affaire de couple, d'accord? Donc, c'est pas madame arrive, bon, à part effectivement si on a beaucoup d'adhérence dans le ventre, il faut pas forcément s'inquiéter, pardon. Si monsieur est très fertile et que madame est un peu moins fertile, ça fera des grossesses. Par contre, si le couple est tous les deux un peu moyen, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que la fertilité en dehors de l'endométriose, elle décroît dans le temps de manière physiologique. Donc là, actuellement, on ne peut pas prédire la fertilité globale d'une patiente qui vient pour endométriose, mais on sait que certaines choses vont nous alerter sur sa fertilité, et ça va être surtout des alertes lésionnelles. Donc si on a des kystes, si on a des nodules profonds qui déforment l'utérus, une adénomiose sévère, ou alors du sang dans les trompes, là, effectivement, on est directement alerté sur la fertilité. En dehors de ça, notamment les endométrioses stade 1, donc les petites endométrioses, entre guillemets, lésionnelles, je veux dire, globalement, il y aura quand même peu d'impact, sauf dans l'infertilité du couple en général, je pense.
En tout cas, il faut être rassurant dans ce cas de figure. Alors, on passe à la deuxième partie, ce sera beaucoup plus rapide, ne vous inquiétez pas. Donc, comment le diagnostiquer? Pas de lésion d'endométriose ne veut pas dire pas de douleur. Et ça, c'est un message important, je pense, pour beaucoup de patientes, parce que les douleurs utérines, elles existent en dehors de l'endométriose. L'endométriose est une des raisons d'avoir des douleurs utérines, donc des anomalies de la contraction, mais je vous expliquais qu'il y a d'autres raisons d'avoir mal, d'accord? Donc, importance de l'existence du syndrome douloureux utérin. Donc, ça, c'est une nouvelle notion que nous, on introduit en tant que professionnels de santé, donc à Convergence PP. Je ne vais pas vous le développer, mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'on a des douleurs utérines qui peuvent être présentes avec des pathologies ensuite qui peuvent donner des douleurs utérines, dont l'endométriose. Mais on peut avoir mal à l'utérus sans endométriose. Donc, finalement, quand on dit cherche-t-on à le diagnostiquer, qu'est-ce qu'on veut faire? Pour moi, la question, ça va être pour ma patiente de savoir si je dois la surveiller d'une manière particulière ou si je peux envisager une chirurgie chez elle en fonction de ses douleurs. Donc pour moi, mis à part la question chirurgicale ou de la fertilité, pour moi, les patientes, ça sera des douleurs que je vais gérer de la même manière. Voilà. Et ça, je pense que c'est le problème du message délivré par le corps médical actuellement. Parce qu'il y en a peu qui sont formés aux notions de douleurs gynécologiques en dehors de l'endométriose, donc aux douleurs utérines en dehors de l'endométriose, et à la sensibilité généralisée. Donc malheureusement, je pense que c'est un peu ma diapo d'après, on en vient des fois pour les patientes à être à la course à la détection de cette endométriose, parce que malheureusement, je pense qu'il y a un sentiment de ne pas être entendu tant qu'il n'y a pas de lésion. Donc ça, c'est de la médecine lésionnelle, d'accord? Donc là, on est dans la médecine de la sensibilité. J'espère que je vous ai quand même bien démontré les choses là aujourd'hui. Donc en fait, si jamais les examens ne retrouvent pas forcément soit très peu d'endométriose ou même pas d'endométriose, écoutez, il faut pas, vous avez mal quand même et il faut trouver le professionnel qui va vous écouter. Je pense que vous faire beaucoup d'examens, ça va être plus anxiogène qu'autre chose et je pense que vous allez perdre confiance dans le corps médical. Vous avez mal et ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Voilà. Donc, le vrai diagnostic, pour nous, il est anatomopathologique. Hein, pas de celluloscopie pour poser un diagnostic en revanche, parce que même s'il est anatomopathologique, j'accélère un petit peu, du coup, je suis un peu dans les choux là. On va pas aller vous faire une celluloscopie pour dire ah oui, c'est bon, vous en avez. Donc, en première intention, une écho abdominale pour la patiente vierge, et une écho endovaginale. Moi, je pense que, et c'est quand même globalement ce qui ressort des recommandations, si tout est bien dans sa zone physiologique, je ne pense pas qu'il y a besoin de faire d'autres examens. On doit vous prendre en charge pour votre douleur, mais la question de l'IRM va être de savoir s'il y a un intérêt à aller faire une chirurgie pour améliorer vos douleurs ou s'il y a une nécessité de fertilité. Voilà, un petit mot sur le test salivaire. Actuellement, effectivement, il y a des tests salivaires qui existent. Pour l'instant, j'ai pas encore eu connaissance qu'ils étaient sur le marché. Ils détectent des protéines dans votre salive qui vont être sécrétées quand vous avez l'endométriose. Et ça permet du coup d'éviter de vous faire beaucoup d'examens complémentaires à la recherche d'endométriose. Donc, vous ferez un test salivaire et on saura si vous en avez ou pas. Donc, la celluloscopie diagnostique, pour moi, jamais. Pour moi, quand vous avez très peu d'endométriose et beaucoup de douleurs, il faut vous gérer comme une hypersensibilisation. Et pour moi, aller enlever la petite lésion microscopique, peut-être qu'elle est là, je ne pense pas que ça changera les grosses douleurs utérines que vous avez. C'est mon avis, ça se discute. Le traitement, donc primum non nocere, notamment dans l'évaluation de l'intérêt de la chirurgie. Donc nous, on est là pour vous soigner, on n'est pas là pour provoquer plus de douleur. Et la chirurgie, ça sensibilise, c'est des lésions, c'est de l'inflammation. Je vous ai quand même tout démontré juste avant. Donc ce qui est important, c'est de bien évaluer toutes vos douleurs, donc évaluer votre périnée, évaluer votre utérus, pour mettre en place la prise en charge la plus adaptée à chaque patiente, d'accord? Et le parcours de soins qui va en découler. Et ce qui va être très important et le plus important pour vous, c'est la prise en charge inclusive. Donc, vous inclure dans votre prise en charge, vous faire une éducation thérapeutique pour que vous compreniez les mécanismes de votre douleur, pour que vous aussi, vous puissiez agir sur votre douleur. Et je pense que l'écoute empathique et sans jugement, c'est sans appel. Et je pense que ça, la plupart des patients, des fois, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste dit oui, effectivement. Et tout se relâche. Et juste ça, ça fait du bien. Donc, voilà. Au niveau médicamenteux, il faut stopper l'axe hormonal, qui est l'endométriose ou peu l'endométriose. Pourquoi? Parce que, en fait, l'axe hormonal, ça va faire contracter et stimuler votre utérus. On l'a vu tout au long du cycle. Et quand il y a la baisse hormonale, on a une inflammation utérine qui va engendrer des contractions plus fortes et un flux sanguin et un reflux tubaire. Donc, du coup,
la pilule, c'est quand même important, je pense, pour aider, même si ça ne fait pas forcément tout. Voilà. Et puis, on a vu que si ça contracte moins, ça décolle moins les cellules et il y a moins de reflux tubaire. Voilà. Et ça va diminuer l'inflammation de vos cellules au niveau des nodules et des lésions d'endométriose. Enfin, pour moi, la bonne pilule, c'est la pilule que vous tolérez, d'accord? Effectivement, il y a des pilules qui vont plus agir sur les lésions. Après, si on est dans une endométriose qui n'est pas très sévère, il faut prendre la pilule qui vous va le mieux, en fait, celle que vous tolérez. Alors ça, c'est très compliqué, je vais passer. En fait, c'était pour les traitements médicamenteux des crises douloureuses. Il faut en fait que vous ayez en plus de votre pilule un traitement de la crise et un traitement de fond quand vous êtes sensibilisé. La pilule n'est pas un antalgique. Un traitement multidisciplinaire de l'hypersensibilité. Donc, on a vu certains traitements qui vont être un peu plus à visée neuropathique. La kinésithérapie manuelle, ça, c'est le traitement pour toutes les patientes douloureuses. En fait, il faut vous étirer, il faut vous relâcher, il faut que les kinés vous apprennent à vous étirer, il faut qu'elles vous aident là-dedans. Et elles, celles qui vont vraiment vous soigner, ça va être kiné, sage-femme là-dedans. Le TENS, c'est de l'électrothérapie. Ce sont des petites électrodes qui vont envoyer un petit courant. Enfin, ça va pas vous faire contracter, mais ça va envoyer des petites vibrations. Le but, en fait, c'est que votre cerveau, à ce moment-là, il retienne cette information-là et pas l'information douloureuse pour entraîner un cercle vertueux et arrêter de bombarder votre cerveau de douleur. Voilà, il faut traiter les autres douleurs de sensibilisation, donc le côlon si c'est possible, l'entrée du vagin qui fait mal, et surtout il faut être accompagné au niveau psycho-émotionnel parce que on a vu qu'il y a des mécanismes négatifs de pensée qui vont se mettre en place, et ça, pour que vous retrouviez une vie correcte et une sociabilisation et que vous appreniez à gérer votre maladie, il faut faire ça. Il faut gérer aussi les anciens traumas. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on a vécu des traumatismes, hein. C'est pas forcément des agressions sexuelles. Et du coup, ça, c'est important de les gérer parce que j'ai pas pu faire des diapos sur tout, mais le trauma va vous sensibiliser encore plus. Et ça, c'est vraiment la clé de la douleur chronique quand même. Voilà, c'était un petit mot sur l'éducation thérapeutique pour dire que les études ont prouvé que former les patientes, leur expliquer les mécanismes de leur douleur, ça améliore les douleurs. Et ça vous permet, vous, au quotidien, de vous gérer. C'est-à-dire que moi, si je vous mets en traitement antalgique, c'est bientôt fini. Je vous mets un traitement antalgique. Le traitement antalgique, il y a une crise, la pire crise de tous les temps. Le traitement antalgique n'est pas suffisant. Vous m'appelez en me disant mon endométriose se propage, c'est l'enfer, au secours, faut me voir. On peut se voir. Je n'aurai pas le médicament que j'avais caché dans ma poche miracle. Malheureusement, ça c'est pas facile à entendre, hein, parce que la douleur c'est affreux. Il va falloir que vous, les patientes, vous appreniez à ce moment-là les mécanismes pour essayer de contrôler la crise, qu'elle ne monte pas trop, ou quand elle est haut, de la faire descendre, d'accord? Les traitements vont aider, mais malheureusement, ce que je vois au quotidien, c'est que des fois, ça ne suffit pas, et la clé, c'est vraiment tout ce qu'on a mis en place dans le parcours de soins et dans votre éducation thérapeutique. La chirurgie, juste quelques mots. Pourquoi, quand est-ce qu'on opère? Quand il y a des douleurs sévères avec une altération de la qualité de vie et que, là, j'ai mis juste une petite image pour vous montrer. Ça, c'est un utérus en IRM. Vous voyez, l'utérus est ici, c'est de profil. Et là, on a un gros nodule. On voit qu'il plicature l'utérus. Donc, on se doute bien que cet utérus, il ne fonctionne pas normalement. Il a des anomalies de la contraction sur le nodule. Donc là, je pense qu'il y a l'intérêt de la chirurgie. Quand il y a des risques pour les organes adjacents, donc une insuffisance rénale, une occlusion, le diaphragme, les racines sacrées, ou quand il y a une infertilité et que le but, c'est d'augmenter votre fertilité spontanée ou les résultats d'une fécondation in vitro. Voilà. Les petites lésions d'endométriose, on ne les opère pas. Enfin, moi, je ne pense qu'il n'y a pas d'intérêt à les opérer. Si votre pilule est mise en place de manière efficace, il n'est pas censé avoir d'inflammation, même si bon, ça se discute. En tout cas, souvent, quand on opère ces petites lésions, malheureusement, derrière, comme vous êtes sensibilisé, vous allez redevenir douloureuse. Donc, vous aurez une chirurgie qui aura été efficace sur les 3 mois qui ont suivi. Mais en fait, ce qu'il faut traiter, c'est votre sensibilisation pour être moins vulnérable à tout ça. D'accord? Souvent, terrain à risque de sensibilisation, petite flamme engendre gros incendie. Et bien sûr, quel traitement est possible? Se recentrer sur soi. Et moi, les patientes, elles viennent en me disant, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation. Mais oui, mais tout ce qui vous fait du bien, en fait, ça détourne votre cerveau de la douleur. Donc, tout ce qui vous fait du bien, fait du bien. Donc, faites tout ce qui vous fait du bien. C'est parfait. Voilà, et ça c'était sur le take-home message. Donc l'endométriose, c'est une maladie imprévisible chronique. Toutes les douleurs pelviennes ne sont pas l'endométriose, il faut être réassurant, c'est-à-dire que mais par contre vous avez mal, d'accord? Et il faut parler de l'endométriose, et l'endométriose a cette vertu, c'est qu'elle permet enfin de parler des douleurs des femmes. Donc voilà, c'est important.
L'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Il ne faut pas faire une course à l'imagerie parce que votre prise en charge doit être une prise en charge de votre douleur et que cette petite lésion, peut-être qu'elle est là, peut-être qu'elle n'est pas là, mais moi, je vous traiterai pareil. Voilà. Il faut que vous impliquer les patients dans leur prise en charge, c'est indispensable. Et il faut savoir que quand on est douloureux chronique, peut-être que des fois, le traitement aura marché, ce sera génial, on sera mieux. Et en fait, on est tellement un terrain à risque que malheureusement, si un jour dans votre vie, une nouvelle douleur apparaît, en fait, malheureusement, chez vous, elle peut s'enflammer tellement vite. C'est pas forcément, il faut pas, c'est important de le comprendre dans ce sens-là pour que vous agissiez très vite dessus pour pas qu'elle reprenne le dessus sur votre vie. Mais malheureusement, vous êtes avec cette fragilité. Voilà. Et la pilule n'est pas un antalgique et la cystoscopie n'est pas un traitement miracle. Voilà, j'ai un peu dépassé. Ça, c'était les petites communications, mais peu importe. Voilà, on avance, désolée. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop dense. Non, merci beaucoup, docteur Joyeux. C'était oui, excusez-moi, du coup, j'interviens pour faire le lien entre vous. Donc, c'était très riche. En tout cas, voilà, Oui. on a mieux compris certains aspects, je pense. C'est vrai que voilà, on en parle, mais là, votre parler un peu scientifique, mais vulgarisé en même temps, ça permet de mettre des mots un peu plus précis et puis de voir ce qu'est vraiment la maladie Ouais. et surtout, oui, de se rassurer sur le fait que voilà, et la douleur, il faut la considérer, que ce soit une endométriose ou pas. J'espère que j'ai assez vulgarisé, c'est tout. Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais juste passer la parole à Justine et Maëva. Voilà pour présenter, oui, alors juste pendant que tu charges le PowerPoint, je vois qu'il y a une question sur l'envoi de la présentation. Donc en tout cas, il y aura un envoi du replay. Donc vous pourrez revisionner, toutes ces slides et toutes ces informations. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps et voilà, je laisse la parole à Justine et Maëva. Et merci docteur Joyeux. Vous restez avec nous pour les questions ou Oui, oui? j'attends. D'accord. Oui, j'attends les questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, donc, du coup, je vais prendre le relais donc, du docteur Joyeux qui a fait une très bonne présentation. C'était très, très bien. Je me présente. Je suis donc Justine, bénévole régionale Endo-France donc pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'ai ce rôle aux côtés de Maëva qui est aussi présente ce soir et qui s'occupe de regarder si vous avez des questions. Donc, je précise, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On les recense et puis on y répondra juste après la conversation. Là, on a indiqué notre adresse mail. Donc, c'est une adresse mail qui est accessible à toutes et tous. Et vous pouvez nous contacter directement si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être mis en relation. Ou, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter donc à bourgogne@endofrance.org. Alors, peut-être qu'il y a déjà des personnes ici qui connaissent EndoFrance. Donc, EndoFrance, donc c'est une association une association de patients, de lutte contre l'endométriose, qui a été créée en 2001. Donc, comme vous pouvez le voir, elle existe depuis 22 ans. Donc, l'endométriose ne date pas d'hier. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais effectivement, ça fait un petit moment que c'est un sujet assez important et qui prend de plus en plus d'ampleur. À noter qu'EndoFrance a été en 2018 agréé par le ministère de la Santé. Ça a été la première association de patientes à avoir cette distinction, si on peut dire. Donc EndoFrance a pour mission de soutenir, informer et agir. C'est vraiment les 3 mots d'action de l'association. Donc soutenir bien évidemment les femmes qui sont atteintes d'endométriose, mais pas seulement les personnes directement concernées, mais aussi leur entourage.
en proposant des espaces de parole et où elles peuvent être mises en relation entre elles, accompagnées ou seules, et aussi créer le lien entre les patientes et le corps médical. On est là aussi pour soutenir la recherche, donc je reviendrai un petit peu dessus après, mais effectivement, les adhésions, une grande partie des adhésions, des dons qu'on reçoit, servent à financer effectivement la recherche contre l'endométriose. On a un rôle d'information, donc informer le grand public sur la maladie, comme on est en train de le faire, avec des informations fiables, avec l'aide de professionnels de santé spécialisés comme le docteur Joyeux qui est avec nous ce soir. On doit également agir auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître justement cette maladie et mener tout un nombre d'actions. C'est notamment ce qui est fait avec le ministère. Il y a souvent des réunions effectivement pour mettre des choses en place. Alors, EndoFrance, c'est 120 bénévoles, un peu plus de 120 bénévoles sur toute la France, également dans les régions d'outre-mer. Et j'en profite justement pour passer un petit message. Si le bénévolat vous intéresse, nous sommes toujours en recherche de bénévoles, surtout en Bourgogne-Franche-Comté, pour nous accompagner avec Maëva, parce que c'est quand même un territoire, la Bourgogne-Franche-Comté, assez vaste. Donc, on a besoin d'autres personnes pour nous accompagner et mener le plus d'actions possible et sensibiliser le plus de personnes possible aussi. Nous sommes accompagnés d'un comité scientifique donc, qui valide scientifiquement tout ce qui se trouve sur le site EndoFrance. Ça permet d'être sûr des informations que vous trouvez, parce que forcément, en allant sur Internet, on ne trouve pas toujours les bonnes choses. Donc, au moins, le site EndoFrance, c'est un site de référence et où, justement, toutes les informations sont validées scientifiquement. Nous avons un peu plus de 2900 adhérents sur toute la France qui donc peuvent participer à divers événements. Et depuis la création de l'association, il y a eu plus de 365 000 € de reversés à la recherche. Donc en fait, on a un pôle scientifique qui, tout au long de l'année, prend connaissance de projets pour la recherche contre l'endométriose. Et donc, ces projets sont étudiés, sélectionnés selon divers critères et dont on a une enveloppe qui est reversée à ces projets pour travailler dessus. Comment ? Et donc, oui, tout à fait, c'est ce que Maëva me dit. Cette année, à Dijon, on a une étude, un projet de recherche qui a été financé, donc qui est la manupuncture, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout ça, c'est accessible sur les réseaux sociaux d'EndoFrance et également sur les réseaux sociaux d'EndoBFC. Donc pour continuer sur les actions d'EndoFrance en Bourgogne, les prochains événements, si vous voulez vous le noter quelque part, le 9 décembre prochain, donc c'est un samedi, on organise une rencontre amicale à Dijon. Donc la rencontre amicale, c'est un groupe de parole en fait entre patientes avec l'entourage et donc avec l'entourage des patientes, pardon. Et donc nous on est là avec Maëva, on encadre un petit peu cette rencontre et c'est un temps d'échange vraiment assez simple où vous pouvez venir poser vos questions et justement échanger vos expériences entre vous. On a une permanence par mois en général. On s'engage à tenir une permanence par mois. Pareil sur Dijon, parce qu'on est toutes les deux de Dijon, donc c'est un peu plus simple de faire ça sur Dijon. Sur inscription, tous nos événements principalement sont sur inscription pour gérer un peu mieux. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement à l'adresse mail qu'on vous a donnée au début. Ou sinon, directement sur le site EndoFrance, il y a un calendrier de tous les événements. Parfois, il y a même des événements en visio, donc il n'y a pas forcément besoin d'être sur place.
Et à noter que du 4 au 10 mars 2024 prochain, ce sera la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, où là, il y a un grand nombre d'événements organisés par EndoFrance, également en collaboration avec EndoBFC. Un grand nombre, l'année dernière, il y a eu plus d'une centaine d'événements sur toute la période. Donc nous, on l'étend un peu plus on l'étend sur tout le mois de mars, parce qu'il y a tellement d'événements, il y a beaucoup de sollicitations, donc c'est sur tout le mois de mars. Mais il ne faut pas hésiter à suivre ces événements justement sur le site. EndoFrance a aussi publié 2 livres. Le premier qui est Les idées reçues sur l'endométriose. Donc là, c'est vraiment un recueil où on casse un petit peu les mythes de l'endométriose. On a également publié une BD, l'endométriose de Clara, qui là est plus à destination des jeunes patientes entre 15 et 25 ans, où on aborde notamment l'endométriose à l'école, avec l'absentéisme scolaire, etc. Il y a plusieurs CDI dans les collèges et les lycées qui se sont fournis justement cette BD pour expliquer, ou qui l'ont mis à disposition dans les infirmeries scolaires. On a participé également à la rédaction d'un chapitre des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc là, c'est pour la pratique clinique de l'endométriose, pour délivrer une information claire aux patientes qui sont touchées par cette pathologie. Comme je disais, donc agir auprès des pouvoirs publics, donc avec la participation à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, qui a été faite en 2021. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration avec le ministère, et ce qu'il en est ressorti, l'une des avancées qui en est ressortie, c'est la mise en place de filières de soins. Ce qui permet aux patientes d'avoir des pôles de référence pour la prise en charge. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons du coup EndoBFC qui met en place ce réseau de professionnels de santé pour la prise en charge des patientes. On a également de nombreux partenariats où vous pouvez répondre à des études et à des sollicitations pour faire des statistiques, etc. EndoFrance également ne serait rien donc sans sa marraine et son parrain, donc vous connaissez peut-être sa marraine, donc Laetitia Milo, qui a écrit un livre et qui a fait un spot de sensibilisation en 2022 qui est passé donc à la télévision, et elle a également participé plusieurs fois à des jeux télévisés pour justement EndoFrance. Et donc, notre parrain, Thomas Ramos, donc joueur de rugby, qui lui porte la voix des conjoints et qui, du coup, soutient sa femme dans cette pathologie. Je finirai sur les adhésions EndoFrance. Donc, vous l'aurez compris, les adhésions, c'est vraiment ce qui permet à l'association de fonctionner et qui permet qu'on mette en place autant d'actions. Donc, l'adhésion vous permet d'accéder à ce qu'on appelle la Gazette. C'est une parution trimestrielle où dedans, vous avez plusieurs informations, ce qui se passe un petit peu dans l'association, les événements. Vous avez également une lettre scientifique dernièrement qui a traité par exemple de la fatigue chronique qui est associée donc à l'endométriose. Vous avez une lettre juridique où là par exemple la dernière fois ça a été le rôle du médecin du travail, parce que forcément il y a des patientes chroniques où c'est très compliqué le milieu professionnel, avec également la mise en place de la RQTH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ça permet de participer aussi à des études, à des enquêtes liées à la maladie qui sont menées par des médecins, des professionnels de santé ou des futurs professionnels de santé aussi. Il y a pas mal d'étudiants qui font leurs recherches sur ce thème. Et du coup, tout simplement, forcément, l'adhésion, ça permet, comme je vous disais, de soutenir tout ce qui
toutes nos actions, et vous avez accès en tant qu'adhérent aussi à des événements un petit peu en priorité, des visios, des ateliers avec des professionnels de santé. Prochainement, il va y avoir des ateliers de sophrologie, des ateliers d'art-thérapie. L'adhésion est au prix de 23 € l'année et 8 € après déduction fiscale. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et vous pouvez vous rendre également, donc comme je disais, sur le site internet qui peut déjà répondre à pas mal de vos questions. Voilà. Alors, je complète un petit peu parce que du coup, c'est vrai que là, on a des adhérents qui viennent de Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr, mais aussi de Rhône-Alpes, hein. Donc, il y a une filière dans chaque région, bien évidemment. Enfin, voilà, vous êtes En plusieurs fait, il y a bénévoles des... sur tout le territoire. C'est ça. Et en fait, bon, bah, si on nous écrit à nous, c'est pas grave, nous on retransfère. Enfin, si on peut pas y répondre, si c'est pour des choses un peu plus sur le territoire Rhône-Alpes, on transfère à nos collègues. Il Voilà. n'y a pas de problème. Alors, je crois qu'il y a le docteur Joyeux qui voudrait peut-être reprendre la parole pour répondre particulièrement à une question sur l'adénomycose, je crois. Non, l'adénomiose. L'adénomiose, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. On est dans les soucis de femmes. Hein, oui, c'est ça. Oui, donc je ne pouvais pas tout présenter, effectivement. Mais c'est vrai que l'adénomiose en elle-même, en fait, il y a eu beaucoup de travaux dessus. A priori, du fait des anomalies de la contraction, les contractions engendrent des petites brèches au niveau entre la muqueuse et le muscle utérin, et du coup, ça va permettre aux cellules d'endomètre de monter dans le muscle utérin. Et donc, ça fait encore plus d'inflammation, et donc encore plus de contractions, et c'est un cercle vicieux, en fait, l'adénomiose. Et on peut avoir de l'adénomiose sans endométriose, parce que là, pour le coup, ça ne va pas être le même mécanisme physiopathologique que ce que j'expliquais. En fait, c'est vraiment un mécanisme local, en fait, de la lésion entre cette jonction du muscle et de la muqueuse. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des patientes aussi qui... Alors, il y a l'adénomiose de la femme jeune, mais il y a aussi l'adénomiose de la femme plus mûre, on va dire. Et ça, pour moi, c'est plutôt une adénomiose d'un muscle qui a travaillé, qui a eu ses grossesses, qui a contracté depuis longtemps. Voilà. Je pense que c'est quand même important. C'est pas exactement la même chose que de l'endométriose avec des nodules péritonéaux. C'est pas les mêmes mécanismes. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. Merci, docteur. En tout cas, merci, docteur. Merci, Justine et Maëva. Est-ce que vous avez recensé d'autres questions, du coup, qu'on pourrait traiter oralement, ou peut-être que d'autres ne sont pas encore arrivées comme questions? N'hésitez pas. Alors, nous, dans le chat, on voit qu'on parle de référencement de professionnels de santé. Alors, nous, au niveau d'Endo-France, clairement, on n'a pas d'annuaire de médecins. C'est vraiment des retours qu'on a des patients. Donc, forcément, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas non plus si grand. Donc, on sait quand il y a des bons retours, de moins bons retours. Donc, du coup, on peut se permettre d'orienter sur la base des retours qu'on a eu des adhérentes vers d'autres médecins pour les aider. Après, Endo BFC, eux, par contre, donc Endo BFC, la filière de soins, qui est différente de Endo France, qui est l'association de patientes, eux créent vraiment un réseau de professionnels de santé. Ils sont vraiment là pour ça. Et du coup, sur le site internet, je sais qu'il y a un annuaire justement qui référence les professionnels de santé qui sont aptes justement à prendre en charge des endométrioses à certains stades, entre guillemets. D'accord, écoutez, je vois que des questions ont reçu aussi une réponse écrite via le chat. Vous avez répondu directement à certaines questions. Oui, effectivement, Endo-France est présente sur tout le territoire, donc il y a possibilité en consultant le site, de voir où on peut s'adresser en fonction de là où on habite. Mais ce qui me semble important, c'est de bien noter qu'on n'est pas forcément tout seul dans la maladie et qu'effectivement des associations existent pour
opérer un accompagnement de la personne, de la patiente, et puis faire en sorte que la maladie puisse être gérée le mieux possible. Et c'est important probablement de rejoindre les associations, ou en tout cas de partager un petit peu ce qu'on vit au quotidien, ses douleurs, ses difficultés, justement ce partage pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas complètement isolé. Est-ce que ça peut aussi favoriser le relâchement psycho-émotionnel? Et comme vous le dites, c'est important aussi peut-être d'être accompagné par son entourage, que l'entourage comprenne et accompagne dans la démarche. Je ne sais pas si Justine ou Maëva peuvent dire un petit mot sur cet accompagnement, ou le docteur Joyeux. Nous, pour notre part, en tant qu'association, un petit souci au niveau de... Vous m'entendez? Oui, là c'est bon, ça y est, on vous entend. Non, je disais, nous, en tant qu'association de patientes, vraiment, on est là pour accompagner, comme on disait tout à l'heure, les patientes et leur entourage, en proposant en fait des temps de parole, des échanges. On substitue absolument pas le côté médical parce qu'on n'est pas du tout qualifié. Par contre, c'est vrai qu'on est patiente, donc on connaît la pathologie du point de vue patiente. On a quand même, on connaît un minimum sur la pathologie, on a quand même eu des formations sur tout ce qui était physiopathologie, mais voilà, on va pas être là à juger un traitement, à dire c'est mieux de faire telle ou telle chose. On peut dire effectivement, il y a des femmes avec qui la kinésithérapie, ça marche bien. Il y a des femmes qui ont essayé la sophrologie, ça a bien marché, d'autres non. Voilà, on est vraiment dans l'accompagnement pour, on va dire, accepter la pathologie et faciliter la prise en charge. Qui est moins en fait d'intermédiaires, on essaye de les orienter au mieux pour que ça soit le plus concret possible pour elles. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, tous les groupes de parole, etc., c'est vraiment pour montrer que voilà, les personnes ne sont pas seules et que ça peut permettre parfois de donner des petites astuces, voilà, d'essayer des choses. Voilà, c'est vraiment le but. Eh bien, merci. Je pense qu'on va prendre encore une question ou deux, et puis après, on a déjà dépassé un petit peu, mais parce que le sujet était très intéressant. Mais voilà, on va pas vous retenir toutes trop longtemps. Donc voilà, s'il reste une ou deux questions, je crois qu'il y en a une qui arrive. Alors, il y a une question sur l'hématosalpinx. Alors, j'espère que je ne vais pas trop mal prononcer cette fois. Ce sont des termes vraiment techniques. Oui, alors l'hématosalpinx, l'hématosalpinx, en fait, c'est du sang dans la trompe, et c'est-à-dire que la trompe est a priori bouchée, en fait. Donc après, ça dépend. Enfin, je pense que dans ces cas-là, quand la trompe est bouchée et qu'il y a une collection de sang comme ça qui stagne, on va peut-être quand même se rapprocher d'un spécialiste pour une évaluation quand même un peu plus approfondie, voir s'il n'y a pas un nodule qui expliquerait plus profond, qui expliquerait donc cet hématosalpinx. Voilà, on n'en fait pas un spontanément comme ça. Hein. Enfin, juste sur de l'adénomiose, en tout cas, on ne fait pas d'hématosalpinx. Voilà. D'accord. Écoutez, merci de votre réponse, docteur Joyeux. On a une personne qui est kiné dans le Gard et qui dit qu'elle est actuellement en formation d'endométriose. Comment être en contact avec autres praticiens, gynéco et autres? Justement, avec la filière en fait de votre région. Après, il y a des régions qui sont encore un peu en retard, qui sont en cours de formation, mais ils ont des obligations via l'ARS, donc ça va pas tarder. Mais oui, si vous êtes formé, au contraire, je pense que on doit former les kinés parce que effectivement, le traitement passe par de première intention et qui va soulager quand même une grande partie des patientes passe par la kiné. Donc, si on n'a pas de kiné vers lesquels relayer les patientes, ça sert à rien de former les médecins généralistes et les sages-femmes. Donc voilà. Donc oui, non, c'est hyper important d'avoir des bons kinés et qui font bien les exercices adaptés. Mais malheureusement pour les kinés, tout ce travail des fois n'est pas
n'est pas comment dire n'est pas coté à sa juste valeur, mais c'est vrai que c'est un travail qui est long pour les kinés, des longues consultations où elles prennent bien le temps et qui sont pas forcément très rémunérateurs, entre guillemets. Donc c'est un peu dur d'attirer les kinés, quoi. Écoutez, je pense que c'était la dernière question. En tout cas, moi, je n'en vois pas d'autres. Si Élodie, tu as relevé autre chose. Non, alors voilà, Radiance en tout cas remercie tous les intervenants, mais aussi tous les participants de cette soirée. Je pense que tout le monde n'a pas pu participer ce soir, ou si c'est le cas et que vous souhaitez partager parce que vous avez trouvé intéressante l'information, sachez que vous recevrez un replay. Alors demain au plus tôt, ou si ce n'est pas le cas, plutôt début de semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer autour de vous. N'hésitez pas aussi à rejoindre l'association si vous le souhaitez, si vous voulez aussi soutenir la cause. Et puis je vais laisser peut-être les intervenants dire un dernier petit mot également. Et puis on va vous souhaiter une très bonne soirée. Voilà, donc je laisse la parole à tout le monde. Non, écoutez, j'espère que ça aura apporté des réponses à la plupart d'entre vous. Et puis voilà, au plaisir. Passez tous une bonne soirée. Voilà. Merci Radiance Mutuelle du coup pour l'organisation de cette visioconférence, et merci beaucoup au Dr Joyeux d'avoir été présent. C'est pas la première fois qu'on fait quelque chose ensemble, donc c'est super. Et je tenais à donner une petite précision pour nous contacter. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à l'association. Vous pouvez tout à fait nous contacter, échanger avec nous, venir à certains événements sans être adhérent à l'association. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous.